Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Dubaï, au cœur de la démesure, au cœur de la beauté absolue, au cœur du splendide, au cœur du paradis sur terre. Ces tours que vous voyez ont été bâtis avec le concours d'un enfant né au Cameroun qui a mis sur pied une technologie de pointe sans laquelle ces tours-ci n'auraient peut-être pas existé ou bien n'auraient pas assemblé à ce que vous voyez là. Nous allons donc aller faire la connaissance de cet inventeur camerounais et surtout de sa ville, qui est désormais donc le paradis sur terre, Dubaï. Suivez-moi juste. Bonjour, docteur Séverin Quezeux. Bonjour, Jackie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir ici à Dubaï, votre ville pittoresque comme je viens de voir en ville. Bienvenue. Une ville pour laquelle vous avez beaucoup donné depuis bientôt 13 ans. Oui, ça fait effectivement exactement 13 ans que je me suis expatrié à Dubaï. Ouais. Chers téléspectateurs, nous comprendrons comment Dr Séverin Quezeux, inventeur d'origine camerounaise, s'est installé à Dubaï. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a inventé? Et qu'est-ce qu'il ambitionne d'apporter pour révolutionner le monde? Mais avant, nous allons essayer de connaître l'homme, son parcours, ses origines, etc. Docteur Séverin Quezeux, vous êtes d'origine camerounaise. Nous parlerons de votre parcours, comme je l'ai déjà dit, du Cameroun, de votre pays natal, à la Silicon Valley, où vous êtes désormais installé, on peut le dire comme ça? Oui, bien sûr, absolument. En passant par la France et Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, ouais. Qui est la Silicon Valley de la France. Ouais, la Silicon Valley européenne, c'est vrai. Européenne. Alors, docteur Quezeux, vous êtes ingénieur en sciences informatiques et expert en technologie embarquée et robotique. Dès l'âge de 7 ans seulement, vous aviez prédit à vos parents que vous deviendrez ingénieur. Et à l'âge de 15 ans, vous vouliez devenir inventeur. Absolument. Quelle précocité, docteur Quezeux. Vous êtes voyant à 7 ans? Oui, tout simplement, c'est dû aux différentes lectures que mon père en particulier m'a permis de lire quand j'étais gamin. Je passais du temps dans ces bibliothèques en fait, donc j'étais nourri à la conscience en fait de l'importance de la liberté. Ce que voudrait dire la liberté. Donc comme son mot d'ordre était toujours, mon père disait toujours, le respect des libertés individuelles. Donc en matière de liberté, j'ai tout de suite compris, très jeune, que notre peuple, en fait, c'est-à-dire nous-mêmes en particulier, nous pourrions nous libérer que par l'économie. Et qui dit économie, dit science et technologie. Donc c'est pourquoi, durant mes différentes lectures, à un moment donné, j'ai mis la main sur un petit livre qui est en fait une orientation scolaire. Donc, dans la bibliothèque de mon père, et je lis cela, et ça me parle de différentes écoles. De quel livre s'agissait-il? Je crois que c'était Avenir, Science et Avenir, quelque chose comme ça. À 7 ans, un enfant lit ce type de livre? Oui, parce qu'en fait, je lisais un peu de tout en ce moment-là. C'est-à-dire, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Je suis dans la bibliothèque, mon papa m'autorise, en fait, me laisse accès libre à toute la bibliothèque. C'est là où je découvre, par exemple, Aimé Césaire, moi je le découvre à cet âge-là. Plus tard, je vais le découvrir, je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, en classe peut-être de 4e. Mais quand on dit le retour pays natal, c'est des choses que j'ai lues, j'ai 5, 6, 7 ans, je connais très bien. Je découvre des personnages tels que Marcus Garvey, j'ai 5, 6 ans. Je lis, je comprends qui est Nelson Mandela à cet âge-là. Et je comprends qui est Malcolm X. Je lis complètement sa biographie. Je comprends qui est Martin Luther King à cet âge-là. Et je comprends des choses, notamment sur notre cause, sur la cause en fait
d'être noir, la cause d'être noir. Et ça, mon papa, c'est un intellectuel, donc je lis toutes ces choses. Et je me rappelle toujours deux livres qui m'avaient marqué. C'était Rouge et le sang des Noirs. Peter Abraham. Yes, Peter Abraham, sud-africain. Rouge et le sang des Noirs. Je ne suis pas un homme libre. Donc, vous savez, quand on lit toutes ces choses étant gamin, ça fait rêver. Nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de médias. Là, nous sommes dans les années, je crois, 73, si je ne me rappelle pas, si je me rappelle bien. Nous sommes partis de Yaoundé, nous sommes affectés, mes parents sont affectés à Bertois. Donc, on arrive dans une ville qui est un village, en fait. Voilà, nous sommes des citadins de la ville, on arrive là-bas. Donc, nous sommes isolés. Donc, le petit gamin que je suis, à l'âge de 7, 8 ans, est complètement isolé, c'est la forêt tout autour. On est dans un camp en fait, puisque mon papa était directeur d'école normale sur place à Bertois, donc on est dans le camp, et donc éloigné de la ville. Donc ce qui fait que l'enfant, je n'ai plus mes repères tels que j'avais en baladeux à Yaoundé. À Yaoundé, la capitale. Absolument, où j'ai grandi. Où justement j'avais tous mes amis, mes copains du quartier, on vivait. Voilà, là je me trouve effectivement seul. Et votre seul. Voilà, distraction, c'est les livres. C'est les livres, c'est la bibliothèque, je lis en permanence. Et mon papa prend le temps, la patience, chaque fois, de m'expliquer tout ce que je lui demande. Donc, je pose des questions. Il ne me dit pas non, c'est pas pour ton âge. Parce qu'à cette époque-là, il faut dire, chers téléspectateurs, qu'au Cameroun, les parents discutaient très peu avec les enfants. Absolument. Ne leur expliquaient presque rien, mais votre papa était un homme visionnaire. C'était un pédagogue, donc c'est son métier. C'est un enseignant. Mon papa est enseignant et plus spécialisé en pédagogie et psychologie. Donc, il me prend par la main chaque fois que je pose des questions. Et pas que moi, mes sœurs, mon frère, parce que nous sommes une famille nombreuse, de 8 enfants. Donc. Mais quand je pose des questions, il me prend par la main et nous allons nous promener. Je me rappelle toujours mes promenades avec mon père dans le camp de l'école normale, tous les deux marchant, et m'expliquant des choses qui ont révolutionné la façon pour moi de penser aujourd'hui. Et la révolution est donc en marche. Vous êtes l'inventeur de Kézanne. Oui, chers téléspectateurs, calez-vous bien et je vous prie de suivre cette émission qui sera en plusieurs épisodes jusqu'au bout. Vous allez découvrir la plateforme qui va révolutionner le monde dans quelques mois seulement, avant la fin de cette année 2020, si le Covid nous le permet, bien entendu. Voilà, donc, mais avant, en 1991, alors que vous êtes encore étudiant, vous inventez Navigator, le système anti-collision 3D universel pour les grues, les avions, les trains, les bateaux, les voitures, etc. La même année, en septembre 1991 donc, alors fraîchement diplômé, jeune ingénieur, vous créez votre entreprise SK Solutions. Tout à fait. SK Solutions. Absolument, c'est Solutions. Logiciel adopté par l'armée française en 2007 et par l'armée américaine, excusez du peu. Votre société est considérée comme étant un leader mondial en matière de logiciels anti-collision 3D pour tout type de mobile. Sans aucun doute, vous faites partie des enfants du Cameroun qui comptent, car votre parcours plaide pour vous, et GMTV+, se doit et ne peut que vous féliciter, Dr Séverin Kézeux. Merci bien. C'est vrai que ça me fait plaisir de m'adresser aujourd'hui à mon peuple. Je ne l'ai jamais fait en fait, m'adresser à mon peuple directement, c'est-à-dire l'Afrique. Bon, absolument. Je dois vous le permettre. Vous allez nous dire avec vos mots, vous allez nous dire à ce peuple-là qui vous regarde avec vos mots, oui, qui vous êtes, d'où vous êtes, où vous avez grandi. Ok. Je suis Séverin Kézeux. Je suis né donc, je suis camerounais, je suis né à Yaoundé, où j'ai grandi. Donc je suis
d'origine. Vous savez, au Cameroun, là je m'adresse à tous mes frères, les Africains, qui comprennent bien. Au Cameroun, donc, nous avons différentes ethnies, différents départements, etc. Donc moi je suis d'un village en particulier qui s'appelle Bangoa, dans le département du Ndé, voilà, dans la province de l'Ouest. Donc, je suis un Bamileke, donc camerounais, africain et panafricain. Donc j'ai grandi les 7 premières années à Yaoundé, où je suis né, et ensuite, par la fonction de mes parents, dont mon père est enseignant, et maman infirmière. Donc on a eu à faire le tour du Cameroun. Vous avez été Donc nous avons été tour à tour à Bertois. Bertois à l'est. Voilà, à l'est du Cameroun. Voilà. Ensuite, où nous avons fait, je crois, 2 ans à Bertois. Ensuite, nous avons été en Gandéré, dans le nord, dans Damawa, voilà, c'est le département. À l'époque, nous, c'était le département la province du Nord, et bon, voilà. Et ensuite, nous avons fait 2 ans sur place, et ensuite, nous avons été en Goumou. Goumou, plus proche de Yaoundé. Et voilà, c'est quasiment une banlieue de Yaoundé aujourd'hui. Mais à l'époque, effectivement, c'était un peu loin. Voilà, nous y avons passé 3 années. Donc, je crois que c'est ma 6e, 5e et 4e. Et c'est un village, en fait. C'est un village. C'est une petite ville, mais nous, c'est un village, en fait, qui a été déterminant pour ma croissance en matière de leadership. Je pourrais revenir dessus plus tard. Et ensuite, nous avons été affectés à Bafoussam. Donc, c'est où j'ai fait la 3e, seconde, première terminale. Et donc, effectivement, c'est en 81, nous sommes affectés à Bafoussam, où je mets les pieds pour la première fois à l'ouest du Cameroun, dans ma région. Voilà. Donc, je découvre l'ouest, en fait, en 1981. Lorsque nous sommes affectés à Bafoussam. Et lorsque vous entrez, vous êtes en 3e. Oui, c'est ça. En 3e. Et vous comprenez, chers téléspectateurs, que cette ville Bafoussam a été déterminante pour vous, car ceux qui vous entourent aujourd'hui au sein des Kézan, que vous allez bientôt découvrir, vous les avez connus à Bafoussam. Oui, absolument, oui. Voilà. La majorité, la grande majorité. Votre parcours au Cameroun a été un peu tumultueux, pas sur le plan familial, pas sur le plan scolaire, mais lorsque vous obtenez votre bac, vous êtes l'un des 2 meilleurs du centre Bafoussam. La logique à l'époque veut qu'on vous octroie une bourse d'études à l'étranger. Oui. Et vous ne l'obtenez pas. Absolument. Raison. Non, mais écoutez, effectivement, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut comprendre que lorsque je suis en terminale, donc moi je sais déjà ce que je veux faire, puisque depuis gamin, je sais que j'aimerais faire de la robotique, moi j'aimerais être ingénieur en robotique et être chef d'entreprise. Ça, c'est ce que j'avais vraiment dit à mes parents, ils n'en parlent encore, voilà, très jeune. Donc quand on se retrouve en terminale, donc je sais que la robotique, l'informatique et la robotique n'existent pas au Cameroun. Donc pour moi, il est hors de question de faire le supérieur sur place. Donc, pour moi, s'il est évident, je dois aller à l'étranger. Donc, voilà, quelque part à l'étranger. Et donc, je décide, en terminale, de ne faire aucun concours. Donc, certains amis de classe qui ne m'avaient pas compris, qui n'étaient pas dans mon intimité, se sont dit, mais il est prétentieux. Parce que j'ai dit, non, le Polytechnique, je ne ferai pas. Je ne fais pas le concours Polytechnique. Non, aucun. On me dit, c'est pas possible. C'est la meilleure école. Vous êtes les premiers de classe. Comment ça se fait que... J'ai dit, non, je ne le ferai pas parce que je ne fais aucun concours au Cameroun. Allez, à cette époque... Justement, lorsque je dis que je ne ferai pas de concours, je suis certain, moi, que j'obtiendrai une bourse pour les études que je postule. En informatique, technologie, voilà. Donc je fais des demandes, je suis pris en France, au Canada, aux États-Unis, je suis pris dans pas mal d'universités, d'écoles préparatoires, etc. Et j'attends.
Résultat, pas de bourse. Vous attendez que le gouvernement camerounais vous octroie? Oui, une bourse, voilà, qui paraît naturelle, méritez. que je mérite, bien sûr. Vous avez combien de moyenne pour obtenir le bac? Mention très bien, enfin, c'est évident. C'est au-delà de 15 moyennes? Oui, bien sûr, c'est 16 au-delà, 16. bien sûr. C'est ce que tous nous avons. Vous savez, voilà, c'est des notes dont nous avions l'habitude depuis toujours et que j'ai en particulier encore amélioré en Europe. En Europe, on parle plus de... À l'université, en prépa, on ne parle plus de 16, etc. Nous parlons de notes telles que 18,84. C'est ce que j'ai eu notamment à Strasbourg. Ouais. À Strasbourg? Ouais. Avant d'aller en école d'ingénieur. 18,84. Oui. Ça veut dire que à l'U-Pasteur à c'est sur Strasbourg. vous que votre pays, le Cameroun, aurait dû miser, remettre une bourse. Mais c'est même, à l'époque, c'est automatique lorsqu'un enfant a cette note-là. Oui, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui avec du recul, pourquoi ne vous a-t-on jamais octroyé de bourse d'études dans votre pays, le Cameroun? Pour quelle raison? Mais la raison, à l'époque, ça me passait... bon, au départ, je me suis dit, bon, c'est... je ne comprends pas. Un gamin, j'ai mon bac à 17 ans, donc je suis un gamin de 17 ans, ne comprend pas ces choses. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Je demande à mon père, qui est en plus du corps enseignant. Donc, en fait, je challenge son corps de métier. Et il me répond, non, bah, écoute, quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu verras donc l'an prochain. Donc, moi, je dis, ok, pas de problème, je vais à l'université. En fait, ça veut dire de Yaoundé, ça veut dire, pour moi, je vais redoubler, puisque je vais, tout simplement, c'est un tremplin pour repostuler pour ma bourse, puisque je sais que je n'ai pas de cursus au Cameroun pour moi, pour ma vision, ce que j'aimerais faire dans ma vie. Donc, ok, je retourne, j'y vais, donc, voilà, à l'université de Yaoundé, Ngoekele. Voilà, je m'inscris en maths informatique. Mathématiques informatiques. Vous aviez encore le meilleur note. J'ai lu votre biographie écrite par un de vos camarades de l'époque. Vous avez 18,5 en mathématiques informatiques à l'université Yaoundé. Oui, c'est vrai, sur 18,5. C'est vrai que j'arrive à l'université de Yaoundé. Je me dis, bon, tiens, effectivement, nous étions les premiers du centre à l'ouest. On se dit, bon, voilà, on confronte maintenant tous les Camerounais. Et c'est vrai qu'au départ, je n'ai pas la tête, en fait, puisque mon but, je suis là tout simplement pour préparer mes dossiers, pour demander une bourse et repartir. Mais je me dis, j'étais avec des amis, mes amis qui sont venus avec moi, qui sont aussi universitaires, avec qui on partage le quotidien. Ils ont besoin de moi pour les aider dans certaines matières. Donc, en fait, je me dis, ben, la meilleure façon de les aider, c'est quand même de m'y mettre. Il faut que je m'y mette. Donc, je me donne comme challenge, allez, je vais travailler. Effectivement, je suis major de l'université de Yaoundé en mathématiques informatiques. Major. Voilà, major. C'était en quelle année ça? C'était en 85. Ah oui, je suis le major. Et jusque-là, toujours pas de bourse? Et là, ça a été vraiment la surprise parce que là, je suis major, je redemande une bourse, et là, de nouveau, pas de bourse. Allez, le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Je vais reformuler la même question, docteur Sever. Je ne vous laisse pas le temps de reformuler, j'y vais tout de suite. Allons-y. Cette fois-ci, je challenge mon père. Oui. Parce que là, je ne suis plus le gamin de 17 ans. Oui. J'ai fait 1 an à l'université, j'ai 18 ans. Oui. Je vois mon père, c'est son corps de métier, le ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, je suis dans l'enseignement supérieur, bon, il est dans l'enseignement. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. La réponse était très simple. Et je vais la donner. Il m'a dit quelque chose. Mon feu père, qui n'est plus là, il me dit, c'est parce que je m'appelle le nom que je porte. Et là, je le comprends à moitié, puisque je me dis, bon, il me le dit, c'est à cause de votre nom. Donc je me dis, bon, peut-être dans sa fonction, dans son corps de métier, il aurait fait, est-ce qu'il aurait fait quelque chose, parce que je porte son nom, est-ce qu'il aurait fait quelque chose qui fait que, bon... Donc il ne me donne cette information, voilà, à cause du nom. C'est pas plus d'explications. À moi de déduire, donc j'ai 2 choix. Mais je pars, donc finalement, il se sacrifie
il se sacrifie, réellement se sacrifie financièrement à m'envoyer à Strasbourg. Voilà, à Strasbourg, en France. Voilà. Et parce que j'avais le choix entre... j'étais pris en France et au Canada, aux États-Unis, et finalement, j'ai choisi la France puisque mon grand frère y était déjà. Et donc, comme je dis à mon père, qui s'est sacrifié, donc, je dis non, Strasbourg sera moins cher puisque je serai avec mon frère qui habite déjà depuis des années. Donc, voilà, ça permettra de faire des économies. Et je lui ai dit que je compte bien, voilà, lui éviter de financer mes études quand je serai sur place. Ça, c'était aussi un début de challenge. Je vous dis, je vois le sacrifice que ça représente en francs CFA pour un fonctionnaire qui a mis de côté toute sa vie, etc. Faire ces sacrifices, pas de bourse de mon pays. Étant le meilleur. Étant le meilleur, oui. Pas une seule fois. Non, là j'ai une frustration. Je pars. En 85, je vais quitter le Cameroun étant frustré. C'est évident, un gamin de 18 ans est frustré. Oui. Voilà. Docteur Séverin Quezeux, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, parti du Cameroun frustré. Pour ceux qui suivent JMTV+, si vous êtes nombreux à me suivre, je vous remercie. L'année dernière, j'étais à Montréal, au CHU Sainte-Justine de Montréal. Oui. L'un des pédiatres, des professeurs en pédiatrie les plus prisés, les plus demandés au monde, est un enfant de Yaoundé, comme vous, comme moi. Il a obtenu son bac à Yaoundé à 17 ans, comme vous. Il a même fait des concours. Vous avez choisi de ne pas faire de concours. Il a fait le concours du CUS. On lui a dit qu'il n'était pas admis. Et 6 mois après, son papa se sacrifiait comme le vôtre, l'a envoyé en France, à Toulouse, où on ne prenait que 2 étrangers à l'époque. Et le professeur Prévost Jean Cho, qui est à Montréal, vous le connaissez désormais, il réussit haut la main. Aujourd'hui, toute proportion gardée, non, il n'y a pas de proportion gardée. Il est meilleur dans son domaine comme vous êtes meilleur dans le vôtre. Absolument. Il se trouve que votre papa vous a dit que c'est sans doute à cause du nom que vous portez. Vous êtes Bamileke, comme Prévost Jean Cho est Bamileke, comme Jackie Moafo est Bamileke. Y aurait-il un problème Bamileke au Cameroun? Écoutez, personnellement, je ne sais pas. Personnellement, puisque je pars étant frustré. Et je fais 25 ans sans ne pas revenir au Cameroun. Je fais 25 ans à l'extérieur, en France. J'y retourne juste au décès de mon papa. Ce n'est pas parce que j'étais frustré que je ne retournais pas. C'est tout simplement du fait que j'étais focalisé dans mes inventions, dans mon entreprise, dans mes technologies. Donc, bien entendu, des années plus tard, je lis beaucoup, et j'ai lu beaucoup étant jeune, des livres d'histoire, des livres du Cameroun. Bien entendu, il y a un problème, Bamileke, au Cameroun. Mais ce n'est pas au niveau des populations, c'est pas au niveau de monsieur tout le monde, pas du tout, parce que ça, je ne l'ai jamais ressenti en vivant au Cameroun. J'ai vécu dans toutes les régions du Cameroun, j'ai grandi, absolument, absolument, et ça, non, ça pas du tout. Alors, je pense tout simplement, à mon avis, le problème doit se situer, doit dépasser, je pense, les Camerounais eux-mêmes. Parce que je pense que l'Afrique, de façon générale, ayant subi, après l'esclavage, a subi une colonisation outrancière, forcément, le colon, si j'étais à la place du colon, moi personnellement, j'aurais appliqué tout simplement le principe de diviser pour mieux régner. Pourquoi,
Donc, mettre l'accent sur le Bamileke particulièrement. Non, tout simplement, non, il suffit de... Non, vous savez, vous arrivez dans une région, historiquement, pour peu qu'on lise un peu l'histoire de notre pays, on comprend ce qui s'est passé dans les années 50, dans les années 60. Je n'étais pas né, mais j'ai lu l'histoire. Mes parents m'en ont parlé, nos parents l'ont vécu. Donc voilà, la guerre, on va dire, des indépendances, je n'appelle pas ça une résistance. Vous parlez du génocide. Bien sûr, il y a eu, il y a eu un génocide, il y a eu... Par l'armée française, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr, c'est connu. Donc voilà, donc forcément, le peuple Bamileke qui a subi ce génocide au Cameroun, le peuple Bassa qui a résisté et qui a subi cette guerre, qui a subi ces génocides également, bien entendu, ne sont pas pour la France. Je suis un Français aujourd'hui, voilà, et Camerounais, bien sûr. Donc, vu de ce regard, effectivement, on se dit, voilà, le peuple qui aurait tendance les deux peuples en particulier, historiquement, ces deux peuples se sont battus pour les indépendances. Donc, comme c'est des peuples qui se battent pour les indépendances, ça veut dire que c'est des gens qui voulaient la réelle autonomie, une réelle autonomie pour l'Afrique, donc pour le Cameroun et donc pour l'Afrique. Partant de là, voilà, ça pose un problème. Un problème? Pas pour les habitants du Cameroun? Ah non, c'est pas pour les Camerounais, pas du tout. C'est pas pour les habitants du Cameroun. C'est pour le colon. Ça pose un problème pour le colon. Voilà. Donc, tout ça me paraît évident, en fait. Ça me paraît trivial. Ça ne fait pas débat. Pour moi, ça ne fait pas débat. Le destin est cruel. Et c'est dans le pays de ce colon que vous atterrissez donc, en 1985. Oui. Avec le sacrifice de vos parents, vos deux parents, pour poursuivre vos études. Vous avez parlé de Strasbourg. Ensuite, vous atterrissez à Nice. Oui, c'est ça, oui. Sophie Antipolis, c'est ça, oui. Donc, à Strasbourg, donc, c'est 2 années de préparation, donc on appelle les classes préparatoires. Et en même temps, la particularité, c'est que je fais 2 choses en parallèle. Donc je suis arrivé à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et donc en arrivant je ne savais pas, parce que mon but c'était d'entrer à l'école polytechnique et ça c'est quelque chose que j'avais, ou l'école Supélec, c'est ce que je pensais quand j'étais gamin, justement à 7 ans. Dans cette revue, ces 2 écoles avaient attiré mon attention en matière justement de robotique, d'informatique électronique. Donc quand j'arrive à Strasbourg, je suis à l'université Louis Pasteur, donc en mathématiques et en informatique. Par contre, je me rends compte que pour entrer à l'école polytechnique, il faut faire des classes préparatoires. Et moi, je n'étais pas au courant de ça au Cameroun quand je postule. On n'a pas d'informations à ce niveau, donc qu'est-ce que je fais? Ok, j'y suis et je dis, bon, écoutez, je verrai. Et il s'avère que... vous êtes encore meilleur. Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'obtiens 18,84 de moyenne en première année. Donc, ça s'appelle ça le premier partiel. Donc, et sincèrement, je parle à mes frères, là, mes sœurs camerounaises et africains. Mais ceux en particulier, je ne sais pas qui se rappellent de cette époque, en 85-86, il y a eu donc... on parlait d'un jeune Camerounais qui était à Strasbourg. Bon, il n'y a pas les médias à cette époque, donc beaucoup ne savent pas qu'il s'agit de moi. En fait, on parlait, la rumeur a couru dans toutes les universités françaises, disant « Waouh, nous avons un jeune qui vient d'arriver et qui en fait donne de tourner aux Français. » Parce qu'en fait, une moyenne de 84, pardon. À l'ULP, n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'ULP. Et après vous, ce n'est pas arrivé aussi. Ça, je ne sais, je peux pas dire, je ne sais pas. Mais c'était jamais arrivé. Donc, l'université, et donc cette rumeur a couru partout. Et je me rappelle ma sœur de Paris, bon, c'est une anecdote qui me fait rire. Ma grande sœur, donc, qui habitait sur Paris, se trouve dans le métro un jour. Et des Camerounaises se mettent à parler de cette histoire. Est-ce que vous avez entendu, il y a un Camerounais à Strasbourg, des notes incroyables, etc., des étudiantes. Et donc, elles se mettent à discuter.
Et quand elle a dit, ben, c'est vrai, c'est mon frère, on dit, ah mais non, c'est pas pour arrête, j'ai des conneries, c'est pas ton frère. Donc ça m'a fait rire. Elle me raconte toujours cette histoire, cette anecdote. C'est la personne Voilà. qui suit un petit peu plus ailleurs. Oh oui, certainement. Voilà, donc. Alors là, et ensuite, vous avez donc fait une classe prépa. Oui, en fait, voilà, justement. Parce que je comprends. Absolument. Ce qui se passe, c'est que suite à cette moyenne exceptionnelle, le directeur de l'ULP, en fait, de l'université, le président de l'université, me convoque pour comprendre pourquoi ai-je de telles notes. Absolument, si. Il ne comprenait pas. Il voulait comprendre. Mais dans un côté, je dirais, dans un côté positif. D'accord. Ça les interpellait. Il me convoque, il convoque ma prof l'une des profs d'algèbre et d'analyse. Deux profs, algèbre, analyse et lui-même. Je suis dans le bureau, donc moi je dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'on me convoque, on me pose des questions pour comprendre. Donc d'où venez-vous vraiment? Je viens du Cameroun. J'explique mon parcours, on me pose des questions sur ce que j'ai fait, mon parcours en mathématiques, quels étaient les programmes, etc. C'est de comprendre. Effectivement, à la conclusion, c'est « Ah d'accord, waouh, effectivement, vous êtes encore sur l'ancien programme de mai 68. » À cette époque au Cameroun, nous étions toujours dans les programmes français de mai 68. Donc ils disent... toujours un retard, mais un bon retard. Mais ça, c'était un bon retard, parce que la France avait allégé les programmes. Ils disent « Waouh, ok, d'accord, on comprend peut-être cette avance, le fait de vous arriver à comprendre, à résoudre certaines choses complexes. » Et vous savez, et là ils me disent, je prends l'opportunité, vous savez, dans la vie il faut toujours, et ça c'est ce que je me sens toujours libre de parole, je suis quelqu'un de très simple, de très libre de parole, quelle que soit la personne avec qui je suis. Donc là j'ai le président de l'université, et je prends l'opportunité de lui dire, au fait, je suis ici par erreur. Ah bon? Comment ça se fait? Je non, vous êtes là par erreur. Je lui dis oui, en fait, mon but c'était d'aller à Polytechnique, à Supélec, et en fait, je me suis rendu compte, étant au Cameroun, j'avais pas la bonne information, je me suis trouvé ici par erreur à l'ULP. En fait, en faisant maths, physique ici, informatique avec vous, mais j'aurais dû être en fait au lycée, à Kléber, donc en prépa. Et voilà, et je lui dis, ça paraissait prétentieux, mais c'était la vérité. Oui. Je lui fais comprendre qu'en fait, vous savez, la moyenne que j'ai eue, je n'étudie en fait pas, vraiment. J'ai pas beaucoup d'heures en bibliothèque, je passe beaucoup de temps plutôt, voilà, regardez, je passe le temps au basket, dans l'équipe de basket, je passe du temps au dojo, je fais des arts martiaux, voilà, où je passe le plus de temps, etc. Et puis voilà, on sortons avec des amis tout le temps, donc c'est pas vraiment, je passe pas de temps. Donc quelque part, je m'ennuie un tout petit peu. Et il me dit, nous allons faire une dérogation. Ils remettent une dérogation à 2 étudiants. Le deuxième qui me suivait. J'ai jamais compris pourquoi. Suite, moi je fais une demande. On me dit, ok, vous allez faire simultanément, parce que vous avez les capacités de le faire, le lycée Kléber, le lycée préparatoire, est à l'université. Le deuxième était... Mais le deuxième, non. C'est un ami, un Français, un blanc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, nous avons été 2 à être sélectionnés à le faire, avoir cette dérogation, ce qui est très bien pour lui. Et voilà, donc nous avons fait simultanément les prépas de concours et puis l'université. Donc j'ai fait les 2 années à l'université. Voilà, la deuxième année, les mêmes moyennes se sont confirmées. Et puis voilà, en parallèle, les concours, voilà, et je me suis retrouvé à l'école polytechnique Sophie Antipolis. Formidable, c'est comme ça que vous arrivez donc à Nice, à Sophie Antipolis. C'est ça.
Et la Silicon Valley européenne, voilà, l'équivalent de la Silicon Valley européenne, toute proportion gardée, bien entendu. Oui, parce qu'à l'époque, c'était franchement, vous savez, à ces années-là, on est en 86, en 87, 88. Et c'est vraiment les années où, vous savez, l'informatique, il y a ces balbutiements, les tournants. Ouais. C'est l'époque où nous, jeunes, nous avons, qui sommes dans ce domaine, qui sont de réfléchir dans ces domaines de technologie, nous avons deux figures à cette époque-là. C'est Bill Gates d'un côté et Steve Jobs. Donc voilà, c'est nos grands frères, parce que bon, 13 ans de plus que nous à l'époque, donc on s'est dit, waouh, voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont fait. Parce qu'on a une époque où tout c'est en train de naître. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous montrent le chemin, l'exemple, et voilà ce qu'on... Voilà. Donc à cette époque-là, on recherche, moi personnellement, quelles sont les écoles qui peuvent vraiment nous donner une formation en informatique, mais ce que nous appelions à l'époque l'informatique technique. Et c'est vrai que oui, Sophia Antipolis a été créée à ce moment-là, exactement ces années-là, pour en fait être la Silicon Valley européenne. C'était ça le projet. Faire une mini Silicon Valley, voilà, et c'était l'endroit où je ne pouvais rêver. Oui, ça se ressent très vite car 3 ans seulement après y être arrivé, vous remportez le premier prix national d'invention en France avec Navigator. Vous êtes d'ailleurs doté d'1 million de francs français à l'époque. Aujourd'hui, cela représente environ 152 024 euros. Oui, mais si vous le ramenez après 30 ans, en tenant compte de l'inflation, etc., c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, oui. Alors, en quoi consiste cette technologie embarquée ou le système Navigator anti-collision universel? Alors, c'est... en fait, le système anti-collision consiste à tout simplement mettre, en fait, doter les engins, les véhicules, ça peut être des trains, des avions, des robots dans l'industrie, des grues dans des chantiers, bien sûr, des grues dans des chantiers, absolument. Des grues dans la construction, sur les offshore pétroliers, par exemple. Donc, ça peut être des voitures dans la rue. Tous ces engins, nous dotons en fait ces mobiles d'une certaine forme d'intelligence artificielle leur permettant d'appréhender leur environnement, comme l'être humain appréhende son environnement avec ses 5 sens. Nous dotons en fait un véhicule d'appréhender son environnement. Et grâce maintenant à l'intelligence artificielle, nous lui permettons d'évaluer le risque de collision autour de lui, son risque de collision. Lorsque le risque de collision n'est pas assez important, tout va bien, nous sommes ouverts. Lorsque le risque de collision devient important, le système commence à avertir le conducteur du danger qui arrive. Et lorsque le risque devient critique, c'est-à-dire lorsque nous estimons que le conducteur a fait une erreur, il arrive, malgré les alertes, voilà, se retrouve ainsi un point de non-retour. Notre pilote automatique, dont le système d'intelligence artificielle, prend les commandes automatiquement, dont le conducteur, pendant ce temps, ne peut plus rien faire. Je vais aller prendre un café. Absolument. Je vais en prendre là d'ailleurs. Oui, et le pilote automatique évite automatiquement la collision, l'accident. Et lorsque l'accident est évité par le pilote automatique, nous repassons au vert et nous redonnons la main au conducteur qui peut continuer son chemin. Voilà globalement et de façon très simple comment fonctionne un système anti-collision. Mais la particularité de mon invention n'est pas que cela. Parce que les systèmes anti-collision existent ou existaient à l'époque, mais de façon électromécanique, on va dire, mais dans certains domaines particuliers. Par exemple, à l'aéronautique, ils y travaillent. L'automobile, il travaille. Le ferroviaire va travailler. Le maritime va y travailler. Donc, vous voyez, c'est des approches, ce qu'on appelle heuristiques. Chacun imagine
appréhender le problème de collision dans son contexte, dans son domaine. Absolument, dans son domaine. Ce qui veut dire en réalité, ils n'ont pas d'une part, vous n'avez pas une vue d'ensemble de la chose, mais le plus marrant, enfin étonnant en plus, c'est le fait qu'ils ne se rendent pas compte, pas jusqu'aujourd'hui, c'est le fait que ces différents engins ne sont pas des mondes clos, parce qu'en fait, une voiture sur la route, va rencontrer un train sur un chemin de fer. Sur un chemin, une ligne de chemin de fer, par exemple, va rencontrer, par exemple, sur un passage à niveau, va rencontrer une voiture. C'est le cas en France bien sûr. Tous les ans, il y a absolument. des accidents. Donc, si le système peut éviter cet accident-là. Donc, si, absolument. Donc, si effectivement vous réfléchissez en parlant du train et vous oubliez les voitures, vous êtes hors jeu. Et si vous pensez voiture en oubliant les trains, vous êtes hors jeu. Mais je continue plus loin. L'accident, il y a 2-3 ans à Londres, une grue de chantier, Oui. a percuté un hélicoptère en plein Londres. Des morts, une catastrophe. Okay? Le système navigateur aurait pu éviter cette collision. Donc vous voyez, la problématique, c'est de dire, ce n'est pas uniquement, on ne peut pas réfléchir domaine par domaine. Il faut voir dans sa globalité. Quand vous êtes sur un aéroport, le tarmac d'un aéroport, vous allez penser collision uniquement entre avions. C'est une aberration, puisque le risque sur le tarmac, c'est entre les avions et tous les véhicules qui sont autour. Et même les humains. Et les humains, les véhicules de Catherine, les grues de dégivrage, les véhicules des pompiers, enfin, tous ces véhicules. Et même des objets. Et des objets fixes, absolument. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui m'a valu le premier prix national de l'invention et de l'innovation? Qu'est-ce qui a été complètement révolutionnaire à l'époque? C'est le fait que pour la première fois, quelqu'un a pensé à un système anti-collision universel. Je ne m'intéresse pas à la voiture, je ne m'intéresse pas à un train ou à un bateau ou à un avion. Je m'intéresse aux mobiles, aux objets. Tout ce qui est mobile. Okay? Tout ce qui est mobile, tout ce qui bouge. Donc, j'ai pu mettre en place, effectivement, et là, les mathématiques m'ont aidé, parce que pour formaliser cela, c'est en fait 80%, c'est que des mathématiques. Donc, mettre en place une théorie mathématique en 1990, une théorie mathématique qui permet de formaliser ce problème de collision et de pouvoir éviter les collisions de tout ce qui bouge. Vous n'avez même pas 23 ans à cette époque-là. 22 ans et quelques, oui, tout ça fait, oui, c'est ça, absolument. Dites-moi, comme dans toute chose, il y a toujours un mobile. Quand il y a un mobile, ce fut quoi votre mobile? Qu'est-ce qui vous donne de commencer à réfléchir sur ce système anti-collision universel? Oui, alors, oui, tout à fait. J'ai travaillé, en fait, j'ai fait... ma thèse, en fait, a porté sur les collisions anti-collision des robots. Donc, j'ai travaillé à la centrale nucléaire de Cadarache. Donc, c'est dans le sud de la France, voilà. Donc, le but était d'éviter, en fait, la collision. En fait, il y avait 2 robots qui devaient descendre, faire une soudure. En fait, il y avait une fissure dans la centrale nucléaire, à peu près à 200 mètres sous les réacteurs. Donc, il fallait envoyer 2 robots de soudure pour faire le job, pour faire le travail. Et le plus grand danger, le travail n'était pas difficile, hein, les robots de soudure pour le faire, c'est facile. Ils sont téléopérés, hein, tout ce qu'il faut. Mais le problème, là, ce qui se passait, c'est qu'est-ce qui se passe si un outil, le moindre, je sais pas, tournevis, la pince, etc., tombe, parce qu'il y a un choc, une collision, et donc il y a un débris qui tombe dans le réacteur. Voilà, qui tombe, donc c'est parti. Et c'était le problème, le cauchemar. C'était le problème que je devais résoudre. Je l'ai résolu,
Pour la petite anecdote, c'est ce qui est marrant. Vous savez, la vie, on invente des choses, on consomme, mais en fait, il faut être terre à terre. C'est très important. Moi, je suis quelqu'un de très pratique, très terre à terre. Donc, en fait, quand je fais ce logiciel à l'époque, parce que c'est ce qui va m'inspirer plus tard, quand je fais ce logiciel, donc l'évitement de collision, les 2 robots, etc., la veille de la telle opération, j'ai pas dormi parce que là, ça, il fallait... Parce que c'est du réel, c'est pas un projet théorique. C'est pas virtuel. Ils y vont, il faut le truc, et donc mon logiciel doit fonctionner. Et qu'est-ce que je fais? J'ai une idée de génie cette nuit-là. Parce que j'avais un stress incroyable. Je me réveille, je dis, j'ai trouvé. Je descends, j'arrive, tout. J'appelle mon directeur de thèse et j'appelle le directeur de la centrale et je lui dis, voilà, l'opération, il y aura un parapluie. On me dit, pardon, je dis, apportez-moi, il me faut un parapluie. Le simple parapluie. Le simple. On me prend un parapluie. Et en fait, je dis, je paramètre mon robot, pas les 2. Parce que j'ai fait le logiciel est programmable. C'est pas que pour 2 robots. En fait, c'est pour un nombre infini de robots. Donc, ça va être... On prend le robot de remplacement, on le rajoute. On met 3. On me dit, pardon, on a déjà des problèmes en imaginant 2 robots. On a cette crainte d'une collision et vous voulez 3 maintenant. Je dis, oui, il me faut 3. Je vais éviter les collisions de 3 robots. Pas de 2. On me dit, mais vous êtes fou. Je dis, non. Je veux le 3e robot. On amène le 3e robot et je veux un parapluie basique. Lambda. On m'amène un parapluie. Et c'est là, en fait, où je leur dis, le 3e robot, il n'a qu'un rôle. Il ne va pas souder, il ne va rien faire. C'est le premier qu'on envoie en telle opération. Les 2 vont le suivre, parce que c'est en hauteur. Mais les 2 feront la soudure. Le 3e robot sera juste en dessous. Il aura juste le parapluie. Rien d'autre. Et je leur dis, en fait, vous savez, mon logiciel presque là ne sert à rien. Ça va fonctionner. Mais même s'il y a une collision, il n'y a aucun problème. Parce que notre problème n'était pas la collision en tant que telle. Notre problème, c'était qu'une collision entraîne la chute d'un objet. Chute d'un objet, une vis. C'est ça. Alors, le parapluie est là pour retenir l'objet qui pourrait éventuellement... Tout à fait. En fait, tous mes travaux n'avait servi à rien en fait, pour moi. Ça a marché. Heureusement, il n'y a pas eu de collision et tout s'est très bien passé. Le parapluie n'a servi à rien, mais j'ai eu l'esprit tranquille. La leçon que j'ai tirée de cela, c'est qu'en fait, pour résoudre un problème, c'est de là la source et comprendre quel est vraiment le problème qu'on veut résoudre. Là n'était pas un problème de collision qu'on voulait résoudre. On voulait résoudre un problème d'évitement de chute d'un objet. Au cas où il y a une collision. Et ce parapluie était la solution en fait la plus simple et qui marchait parfaitement. Personne n'y avait pensé. Moi non plus. Et c'est comme ça que vous venez d'y. Absolument. Suite à cela, je me dis, mais pourquoi m'intéresser à la collision des robots? Parce que les robots, c'est bien beau, mais ça se retrouve uniquement dans l'industrie, dans l'automobile, dans le nucléaire, alors qu'il y a les collisions. Et là, je me mets à penser au Cameroun. Au Cameroun, je me dis, dans nos routes, des accidents de voitures, tout le temps. Je pense, compris à la France, par tous les pays, les accidents de train, les accidents d'avion. Je vois tous ces accidents, toutes ces catastrophes. Et c'est là où je me dis, mais c'est là où est le potentiel de ce que je dois apporter à l'humanité. Sauver les vies. Sauver des vies. Car on imagine aujourd'hui, avec le développement technologique, qu'on pourrait équiper chaque enfant d'un appareil, d'un téléphone portable qui porte ce système anti-collision. Et si les voitures à Douala, à Yaoundé, les Bensekineurs, leurs motos étaient équipées de ce système anti-collision, on éviterait beaucoup de morts.
on évitait beaucoup d'accidents. C'est bien cela. Bien sûr, vous anticipez sur, je vous en parlerai plus tard, parce que là, vous anticipez sur effectivement mon produit que je lance Kezan. actuellement, Kezan, qui viendra résoudre cette problématique. Oui, on viendra donc. Bien sûr. Sophia Antipolis, création de la start-up, de votre start-up, de votre entreprise en septembre 1991. Comment fut la vie du jeune, de très jeune chef d'entreprise que vous étiez? Oui, j'avais 24 ans comme chef d'entreprise. Et sur la première start-up qui était créée sur Sophia Antipolis, la première start-up créée par un étudiant. Il y avait des entreprises, c'était une technopole. Et la première start-up créée par un étudiant qui finit son parcours, donc, qui sort de l'école. Et oui, bon, c'était une aventure formidable, fabuleuse, parce que on rêve, on se dit, voilà, on va apporter vraiment la solution à des problématiques importantes, mais on ne se rend pas compte, parce qu'on est jeune, on ne se rend pas compte du chemin à parcourir, des difficultés qu'il y aura. On pense qu'en 2-3 ans, c'est OK, ça va être équipé partout, et je le pensais vraiment, et j'étais vraiment sincère. Et ça, c'était, voilà, c'est la jeunesse, c'est bien, il faut que cette jeunesse garde cette fougue. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, avoir peut-être un plus âgé que moi, qui avait eu peut-être une expérience d'un tel parcours, pour me dire, attention, ça ne sera peut-être pas aussi aisé que tu penses. Le chemin sera plus long, donc pense différemment. Bon, j'ai pas eu ça, mais bon, c'était des moments fabuleux pour nous, parce qu'on réinventait le monde, en fait, à cette époque-là, parce que l'informatique était pas connue, en fait, ni du public, ni des entreprises, ni des personnes. Et donc, nous étions vraiment voilà, ceux qui apportions cette nouvelle façon de faire les choses un peu partout. Voilà, donc, il faut dire que jeunes étudiants, les entreprises vous sollicitaient déjà, vous gagnez déjà de l'argent en allant travailler dans les entreprises. Oui, en fait, voilà, lorsque j'arrive en école d'ingénieur, l'une des premières des choses que j'ai faites en école d'ingénieur, c'est de dire, voilà, mes amis, notre école d'ingénieur, il n'y a pas de junior entreprise. Parce que dans les écoles de commerce, elles avaient toutes des juniors entreprises. Les JE, c'est-à-dire, c'est comme des associations, mais qui sont des entreprises dans les écoles qui apportons, donc, faisons du consulting pour les entreprises. Donc tout de suite, je crée personnellement avec un ami, voilà, en créant la jeune entreprise. Et la jeune entreprise a pour but d'aller prospecter des entreprises sur Sophia Antipolis, sur Cannes, l'aérospatiale, un peu partout. Dans tout le sud de la tout le France, sud, en fait. voilà, on va prospecter leurs besoins et on se vend. On vend les compétences de l'école. Donc on revient avec des contrats et une fois à l'école, on sélectionne les étudiants qui ont les capacités, les compétences de réaliser le projet. Ils y vont, l'entreprise paye, on remet 80% de la somme à l'étudiant. Et nous, la jeune entreprise, gardons 20% pour les frais de fonctionnement. C'est une association à but non lucratif. Voilà comment, en fait, non seulement je finance mes études complètement, mais j'aide quasiment la moitié des 250 élèves ingénieurs à financer tous leurs études. Et donc, en fait, je me rappelle, le directeur d'école, qu'un jour, m'appelle dans son bureau, parce que c'est la vérité, je ne m'en cache pas, il le savait, j'avais meilleur salaire que lui. Vous avez meilleur salaire que le directeur, oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Oui, bien sûr, parce que je gagnais plus de 200 000 francs par an. Et à l'époque, gagner 200 000 francs par an, c'était beaucoup d'argent. Absolument, absolument. En moyenne, ça fait quoi, 18 000 francs par mois, 1 800 000 francs auquel vous c'était, oui, ça c'est ce que j'ai gagné toutes mes années d'étudiant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une constance dans ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous promettez à vos parents? À 7 ans, vous voulez être ingénieur. Oui. Vous voulez devenir. À 15 ans, vous voulez inventer. Vous avez inventé. Lorsque vous partez du Cameroun, vous promettez à votre papa de ne plus solliciter ses poches pour vivre en France et vous gagnez de l'argent en tant qu'étudiant. Oui. Dites-moi, demain,
vous faites quoi? Vous changez l'Afrique, n'est-ce pas? C'est sûr. Dites-le, comme ça va arriver. Dites-le. Vous changez l'Afrique demain. Parenthèse. Je vais y contribuer en matière scientifique, technologique et économique. Très bien. Alors, votre entreprise, jeune entreprise, lancée en septembre 1991, fonctionne, tant bien que mal, Oui. fonctionne, tient debout. Absolument. Et en l'an 2000, la première année qui voit le net exploser, il vous arrive quelque chose. Vous êtes gardé à vue. Vous êtes convoqué au commissariat Ah oui. avec votre épouse et votre première fille. Oui, Votre épouse est gardée à vue 3 heures de temps et vous, une journée. c'est ça. Pourquoi? Oui, c'est vrai, vous dites l'an 2000, l'arrivée du net. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je lance mon entreprise en 91, l'Internet n'est connu de personne, mais existe déjà dans nos laboratoires de recherche et nous y travaillons. Nous y sommes. C'est nous qui sommes derrière toutes ces choses dès le départ. Et entre l'INREA, puisque je sors de l'INREA, l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, nous y travaillons. Et bien sûr aux États-Unis, la défense américaine, etc. Donc nous sommes connectés, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle le réseau R3T2. C'est un intranet qui existe, mais personne ne sait pas ce que c'est. Nous y sommes. Donc, les technologies dès le départ, puisque je vous parle de mobile, j'ai universalisé le problème de collision. Pour le faire, il faut universaliser le problème de mobile. Donc pour faire, il faut parler d'objets. Donc à ce moment, il fallait 2 technologies pour que ma théorie mathématique ait un sens dans la réalité. 2 théories. Je reviens sur votre question. C'est important, parce que c'est lié à l'Internet et je vous répondrai pour la garde à vue. Il fallait que les objets, en fait, la théorie mathématique, des objets formels, puissent s'appliquer. Comment ça s'applique? Il faut 2 choses. Que déjà dans la manière déjà de faire de l'architecture logicielle, de la programmation, là je m'adresse aux jeunes qui les programmeurs aujourd'hui, il faut comprendre que c'est l'année 90 en fait, où on crée les premiers langages orientés objets. Donc aujourd'hui, c'est pas évident pour vous, pour parler d'objets de programmation, etc. C'était, jusqu'en 89-90, il n'y avait que les langages séquentiels, tels que le langage C, le langage, voilà, dont le C++ notamment, que vous connaissez aujourd'hui, est né à ce moment-là, 90, c'est la rupture. Donc c'est une révolution pour nous, les développeurs. Donc, et pour moi, ça tombe à pic parce que c'est grâce à l'orienté objet que je peux programmer et démontrer que mes théories mathématiques puissent marcher parce qu'il faut manipuler des objets de façon formelle. Donc il faut ce qu'on appelle dans la programmation, on appelle ça les langages orientés objets. Donc c'est la programmation par objet, donc notamment le C++. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, il faut que les véhicules, les mobiles, communiquent. Parce qu'avec une programmation objet, je peux utiliser un véhicule sans savoir que c'est un véhicule. Je me dis tout simplement que c'est un mobile. Après, de façon miraculeuse, dans la programmation, le mobile va s'instancier, comme on dit, l'instance va devenir une voiture ou un avion ou un train. Mais elles auront les propriétés communes qui sont d'anticollision. Mais pour ça, il faut qu'elles puissent communiquer, dialoguer. Ça veut dire qu'il faut aussi, non seulement un langage de programmation universel, mais il faut aussi un langage de communication, de dialogue, un réseau universel. Nous sommes en 1990, ça n'existe nulle part. Mais nous sommes sur l'Internet, TCP/IP, donc le protocole de l'Internet. On est au cœur de cela. Donc, dès le départ, je positionne la vision de mon entreprise en disant, je prends ce protocole qui sera le protocole de communication entre tous mes mobiles. C'est un pari très risqué. Parce que si, ça veut dire qu'en 90, l'Internet n'est pas encore sorti, mais nous l'avons en laboratoire. Donc si ça ne sort pas,
ma théorie, mes produits n'existeront pas. Donc je fais un pari parce que je comprends l'enjeu du protocole Internet. Et je dis, ce protocole va dominer la planète entière. Pourquoi? De façon intrinsèque, liée à la manière dont c'était conçu. Et comme nous étions dans les coulisses de toutes ces choses, j'y vais. Et heureusement, c'était le pari gagnant. Donc, je parle en 1991 de l'Internet des objets connectés. Ce qu'on appelle aujourd'hui IoT, Internet of Things. J'en parle en 91. C'est pourquoi je suis considéré comme le pionnier de l'IoT. Parce que non seulement j'en parle, mais je vais le réaliser et je vais être le premier sur la planète à mettre en place des réalisations effectives d'objets, de véhicules connectés via le protocole Internet dans des applications réelles. Et ça, depuis les années 91, 92, 93. À peine l'Internet n'était connu de personne, j'étais déjà. Et j'étais déjà dans l'IoT dont on parle aujourd'hui. Vous êtes sur JMTV+.